Largué et traité de raté par mon ex après mon licenciement, j'ai accepté et les bloqué. 3 mois plus tard, elle ose me demander de l'argent, ignorant que je suis devenu directeur de la stratégie, VP, dans l'entreprise de ses rêves. Elle a dit, je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui est au chômage. Tu n'es qu'un bon à rien. Le jour où j'ai perdu mon travail, j'ai répondu, tu as raison. Puis je l'ai bloqué. 3 mois plus tard, elle m'a recontacté pour me demander un prêt. Mon nouveau poste de vice-président, VP, dans l'entreprise de ses rêves a rendu mon nom encore plus savoureux. Moi, un homme de 34 ans, j'ai été licencié un jeudi. Pas renvoyé pour faute, licencié économiquement. Il y a une différence. Mais mon ex-copine ne semblait pas de cet avis. Petit contexte. J'ai travaillé dans la gestion de produits pour une entreprise technologique de taille moyenne à Paris pendant 6 ans. Chef de produit senior, bon salaire, solide réputation. La boîte a été rachetée il y a 8 mois et la nouvelle société mère a décidé de rationaliser les opérations. Traduction, ils ont vidé toute notre division produit parce qu'ils avaient déjà leur propre équipe. 73 personnes ont perdu leur emploi ce jeudi-là. J'étais l'une d'entre elles. Ce n'était pas personnel. Ce n'était pas lié aux performances. C'était juste le monde des affaires. Le monde de l'entreprise, froid et absolument impitoyable. Je l'ai appris à 10 heures. À 11 heures, j'avais vidé mon bureau dans un triste petit carton. À midi, j'étais assis dans ma voiture dans le parking souterrain, fixant mon téléphone, essayant de savoir qui appelait en premier. J'ai appelé ma copine. Nous étions ensemble depuis 14 mois. Rencontrés via un ami commun. Le courant est tout de suite passé. Nous avons emménagé ensemble au bout de 8 mois. Je pensais que nous étions solides. Je pensais qu'elle était la bonne. Salut, quoi de neuf? Je suis en pause déj. J'ai été licencié. Silence. Puis, comment ça, licencié? Le rachat? Ils ont supprimé toute l'équipe produit. Je suis viré. Nouveau silence. Plus long cette fois. Quand elle a repris la parole, sa voix avait changé. Plus froide, plus distante. Alors, tu es au chômage pour le moment? Ouais, mais j'ai de bonnes indemnités de départ. 4 mois de salaire avec maintien de la mutuelle, et j'ai des économies. Je vais trouver quelque chose. 4 mois? C'est tout? C'est en fait plutôt généreux pour un licenciement de ce type. La plupart des gens ont moins. Mais ensuite quoi? Et si tu ne trouves rien dans 4 mois? Alors je continuerai à chercher. Ce n'est pas la fin du monde. J'ai un bon CV, un bon réseau. Ça va aller. Elle s'est tue à nouveau. Je l'entendais respirer. Je pouvais presque l'entendre réfléchir. Il faut que j'y aille. On en parlera ce soir. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai passé l'après-midi à faire ce qu'on est censé faire après un licenciement. Mettre à jour mon profil LinkedIn, contacter d'anciens collègues, faire une liste d'entreprises à cibler. C'était nul, mais je gérais, ou du moins j'essayais. Ma copine est rentrée vers 19 heures. J'avais préparé le dîner. Rien d'extravagant, juste des pâtes avec cette sauce à la vodka qu'elle aime tant. Je me suis dit qu'on pourrait manger ensemble, parler des prochaines étapes, peut-être regarder un truc idiot sur Netflix, des trucs de couple normaux. Elle est entrée, a regardé la table, m'a regardé et a dit, il faut qu'on parle. Rien de bon ne suit jamais ces mots. J'y ai réfléchi tout l'après-midi, a-t-elle commencé. Et je ne pense pas que je puisse faire ça. Faire quoi? Ça. Nous. Sortir avec quelqu'un qui est au chômage. Je l'ai dévisagé. J'ai perdu mon boulot il y a 8 heures. Je sais, et j'en suis désolé, mais j'ai travaillé trop dur pour construire la vie que je veux, et je ne peux pas être avec quelqu'un qui va me tirer vers le bas. Te tirer vers le bas? J'ai fait l'objet d'un plan social. Ça arrive. Ce n'est pas comme si j'avais été viré pour avoir volé dans la caisse ou un truc du genre. Peu importe la raison. Ce qui compte, c'est que tu n'as pas de travail. Et honnêtement, tu n'as pas l'air si contrarié que ça. Tu es juste assis là à faire des pattes comme si de rien n'était. Je devrais faire quoi? Pleurer à chaudes larmes dans un oreiller? J'essaie de rester productif.
Tu te comportes comme un bon à rien. Comme si c'était juste des vacances. Comme si tu t'en fichais d'avoir jeté par la fenêtre 6 ans de carrière. Jeté? Comme si j'avais choisi d'être licencié. Comme si 73 personnes avaient collectivement décidé de jeter leur carrière par la fenêtre. Un bon à rien. Je ne le pensais pas comme. Tu le pensais exactement comme ça. Tu m'as traité de bon à rien parce que j'ai été licencié et que je n'ai pas immédiatement fait une dépression nerveuse. Je dis juste que je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui est au chômage. J'ai des standards. Mes parents ne l'accepteraient jamais. Mes amis ne me lâcheraient jamais la grappe avec ça. Sais-tu à quel point ce serait embarrassant de dire aux gens que mon petit ami n'a pas de travail? Qu'est-ce que je suis censé dire quand ils me demanderont ce que tu fais? Et pourquoi pas il est en transition ou il explore de nouvelles opportunités comme une personne normale? C'est juste un nom de code pour chômeur. Tout le monde le sait. Donc, ton inquiétude n'est pas pour moi, mon bien-être, ma carrière. C'est pour ce que tu vas raconter aux gens lors du brunch du dimanche. Tu déformes mes propos. Je ne fais que répéter tes propres mots. Embarrassant pour elle. C'était ça son problème. Pas ce que je ressentais, pas ce que je traversais, mais l'image que ça lui donnerait. Quelque chose en moi s'est apaisé. Comme la dernière pièce d'un puzzle qui s'emboîte. J'avais ignoré les signaux d'alarme pendant des mois. La façon dont elle devait toujours avoir les choses les plus chères. La façon dont elle parlait de ses collègues qui gagnaient moins qu'elle. La façon dont elle me faisait diviser l'addition des restos au centime près, même si je gagnais presque le double de son salaire. Ce n'était pas à cause du licenciement. C'était simplement ce qu'elle était. Le licenciement n'a fait que le révéler. Tu as raison, ai-je dit. Quoi? Tu as raison. Tu ne devrais pas sortir avec quelqu'un qui est au chômage. Tu devrais être avec quelqu'un qui correspond à tes standards. Et clairement, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas ce que je. Je pense que tu devrais faire un sac et aller chez une amie ou chez tes parents quelque temps. Je mettrai tes affaires dans des cartons et tu pourras passer les prendre quand tu voudras. Attends, tu me mets à la porte? J'habite ici. Le bail est à mon nom. Tu as emménagé chez moi et je te demande de partir. Tu ne peux pas juste. Je peux, et c'est ce que je fais. Elle est restée là, bouche bée, ne s'attendant clairement pas à ça. Elle pensait avoir le pouvoir ici. Elle pensait que j'allais la supplier de rester. Promettre de trouver un travail immédiatement. Ramper pour obtenir son approbation. Non. Très bien, mais ne reviens pas ramper quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Je ne le ferai pas. Elle a fait son sac, y fourrant ses vêtements avec agressivité, marmonnant à quel point j'étais fou et instable. C'est de la folie. Tu jettes 14 mois de relation pour une seule conversation. Je mets fin à une relation avec quelqu'un qui me voit comme un symbole de statut social au lieu d'une personne. Il y a une différence. Symbole de statut. Je t'aimais. Tu aimais ce que je représentais. Le titre du poste, le salaire, le style de vie. Au moment où ça a été menacé, tu as pris la porte. C'est faux. Tu as littéralement dit que tu ne pouvais pas sortir avec un chômeur. Ce sont tes mots exacts. Qu'est-ce qui, là-dedans, suggère que tu m'aimais moi, et non ce que je t'apportais? Elle n'avait pas de réponse. Elle a continué à faire ses affaires. Tu vas le regretter, a-t-elle dit sur le pas de la porte. Quand tu seras encore au chômage dans 6 mois, à manger des nouilles instantanées en te demandant où tout a dérapé, tu repenseras à ce moment. Peut-être. Ou peut-être que je m'en sortirai très bien et que c'est toi qui auras des regrets. On verra bien. Ne reviens pas ramper quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Je ne le ferai pas. Elle a claqué la porte assez fort pour faire trembler les cadres au mur. Je me suis assis à la table avec mes pattes désormais froides et j'ai mangé seul. C'était le meilleur repas que j'avais fait depuis des mois. L'appartement semblait plus grand, plus calme, mais dans le bon sens du terme, comme si je pouvais enfin respirer. Mise à jour 6 semaines plus tard. Donc, la recherche d'emploi a été intéressante. D'abord, la bonne nouvelle. Je ne panique pas. Mes indemnités couvrent mes factures. Mon épargne est intacte. Et j'ai traité la recherche comme un travail à temps plein. Réseautage,
candidature, entretien, toute la routine. Le marché est difficile en ce moment. Tout le monde le sait. Mais j'ai un solide bagage et un bon réseau. À la 3e semaine, j'avais 2 pistes prometteuses. À la 5e semaine, j'étais en phase finale pour les 2. Mais c'est là que les choses deviennent bizarres. L'une des entreprises avec lesquelles je passais des entretiens est un acteur majeur de mon secteur. Pas une start-up, pas une entreprise intermédiaire. Le genre d'endroit où les gens construisent des carrières entières, l'entreprise où mon ex parlait toujours de vouloir travailler. Je savais qu'elle y avait postulé 2 fois avant notre rencontre. Recalé les 2 fois. Elle en parlait à chaque fois qu'elle voyait quelque chose sur eux en ligne. Ça aurait dû être moi. J'aurais été parfaite là-bas. Ils ont fait une énorme erreur. Quand le recruteur m'a contacté pour ce poste, j'ai failli rire. Directeur de la stratégie produit, 2 niveaux au-dessus de mon poste précédent. J'ai cru que c'était un de ces messages génériques jetés comme des bouteilles à la mer et j'ai failli le supprimer, mais j'ai répondu. J'ai passé l'entretien téléphonique, puis le premier tour, le 2e, le 3e. À chaque fois je m'attendais à être éliminé, à chaque fois je passais. À la semaine 5, j'étais en entretien final avec le PDG. Un poste directement rattaché au comité de direction, COMEX. Un poste qui, si je l'obtenais, serait accompagné du titre de vice-président, VP. Je n'en ai parlé à personne. Ni à mes amis, ni à ma famille. Je ne voulais pas porter la poisse. Pendant ce temps, mon ex n'avait pas chômé. Le blocage ne l'avait pas arrêté. Elle avait trouvé des solutions de contournement, des amis communs, une nouvelle adresse email, et même un message LinkedIn provenant d'un profil sans photo qui était manifestement le sien. Les messages suivaient un schéma prévisible. Semaine 1, je pense qu'on a tous les deux dit des choses qu'on ne pensait pas. On peut parler? Semaine 2, tu te comportes de manière vraiment immature. Les adultes communiquent. Semaine 3, tout le monde est d'accord pour dire que tu as surréagi. Ma mère pense que tu fais une sorte de dépression. Semaine 4, j'ai le droit de récupérer mes affaires. Tu ne peux pas les prendre en otage. C'est illégal, tu sais. J'ai vérifié. Je pourrais appeler la police. Semaine 5, ma mère veut te parler. Elle pense qu'il y a eu un malentendu. Elle t'a toujours bien aimé. Tu ne veux pas au moins l'écouter? Semaine 6, tu es vraiment mesquin. Tout le monde au travail pense que tu fais une dépression nerveuse. Est-ce vraiment la personne que tu veux être? Ces affaires, n'est-ce pas? Je les avais toutes mises en carton dans les 2 jours suivant son départ. Je lui avais envoyé un SMS avant de la bloquer pour lui dire qu'elle pouvait passer les prendre quand elle voulait. Elle n'avait jamais répondu à ce SMS. Mais maintenant, 6 semaines plus tard, ces affaires devenaient soudainement urgentes, et je les retenais en otage. J'ai demandé à un ami commun de faire l'intermédiaire. Je lui ai dit qu'elle pourrait récupérer les cartons dans le hall de mon immeuble samedi entre midi et 14h. Je les laisserai au gardien. Aucun contact nécessaire. Elle est venue, a pris ses cartons, mais apparemment ça ne suffisait pas. Elle est vexée que tu n'aies pas voulu la voir en personne, m'a dit l'ami plus tard. Elle m'a traité de bon à rien et m'a dit qu'elle ne pouvait pas sortir avec un chômeur. Pourquoi voudrais-je la voir? Elle dit qu'elle ne le pensait pas. Elle était sous le choc. Sous le choc. C'est mon poste qui a été supprimé. De quoi était-elle sous le choc? Il n'avait pas de réponse à ça. La semaine suivante, j'ai reçu l'appel. Le PDG m'adorait. L'équipe m'adorait. L'offre arrivait. Quand j'ai vu le chiffre sur la lettre d'embauche, j'ai dû m'asseoir. VP de la stratégie produit, avec un package salarial qui représentait presque le double de ce que je gagnais avant. Des actions de l'entreprise, des bonus, la totale. J'ai accepté immédiatement. Mon premier jour était prévu 2 semaines plus tard. J'ai passé ces 2 semaines à décompresser, à aménager mon nouveau bureau en télétravail, et à ne pas penser du tout à mon ex. Jusqu'à ce qu'elle l'apprenne. Mise à jour 2. 3 mois après la rupture, quelqu'un lui a dit. Je ne sais toujours pas qui, mais quelqu'un l'a fait. Peut-être un ami commun qui a vu ma mise à jour sur LinkedIn. Peut-être qu'elle espionnait mon profil depuis un faux compte. Peu importe.
Le fait est qu'elle a découvert que j'avais atterri dans l'entreprise de ses rêves en tant que VP, en gagnant ce qu'elle imaginait sans doute être beaucoup d'argent. Le premier signe a été une demande de message sur Instagram d'un compte que je ne connaissais pas. Juste un « Hé, c'est toi ». Je l'ai ignoré. Puis un email sur mon adresse personnelle. Félicitations pour le nouveau poste. On peut parler? Je n'y ai pas répondu non plus. Puis, exactement 3 mois après m'avoir traité de bon à rien et avoir pris la porte, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais j'attendais un appel du gardien de mon immeuble pour un colis. Allô? Oh mon Dieu, tu as vraiment décroché. Sa voix. Immédiatement reconnaissable, immédiatement indésirable. Comment as-tu eu ce numéro? Je t'ai bloqué? J'ai emprunté le téléphone d'une amie. Écoute, je voulais juste te dire félicitations. Sérieusement, j'ai toujours su que tu retomberais sur tes pieds. Tu m'as traité de bon à rien. J'étais contrarié. J'avais peur. J'ai mal géré la situation. Je le sais maintenant. Super. C'est tout? En fait, j'espérais qu'on puisse prendre un café. Il y a quelque chose dont je voulais te parler. Tous mes instincts me disaient de raccrocher. Mais il y avait une part mesquine en moi, une part dont je ne suis pas fier, qui voulait savoir ce qu'elle voulait. Je voulais la voir demander quelque chose qu'elle ne pourrait pas avoir. D'accord. Café demain à 15 heures. La brasserie au coin de la rue près de mon ancien immeuble. J'y serai. Le lendemain, je suis arrivé avec 5 minutes d'avance. Elle était déjà là, ce qui m'a surpris. Elle n'avait jamais été en avance pour quoi que ce soit depuis que je la connaissais. Elle avait l'air différente, fatiguée, comme si elle dormait mal. Son habituel sac à main de créateur avait disparu. Juste un sac basique que je ne connaissais pas. Merci d'avoir accepté de me voir, dit-elle pendant que je m'asseyais. Qu'est-ce que tu veux? Droit au but. Ok. Elle prit une grande inspiration. J'ai entendu dire que tu étais dans cette entreprise maintenant. VP du produit. C'est exact. C'est incroyable. Vraiment. J'ai toujours dit que tu étais talentueux. Tu as dit que j'étais un bon à rien. J'avais tort. J'ai été stupide. J'ai paniqué. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu. Le truc, c'est que, a-t-elle continué en tripotant sa tasse de café. Je suis dans une situation financière un peu compliquée. Et voilà. La vraie raison de cette rencontre. Mon entreprise a procédé à des licenciements le mois dernier. Je n'ai pas été coupé, mais ils ont supprimé les primes pour l'année et réduit le salaire de tout le monde de 15%. Et j'avais des dépenses que je comptais couvrir avec cette prime. Quel genre de dépenses? Des cartes de crédit, surtout. Je me suis peut-être un peu emballé après notre rupture. Une thérapie par le shopping, tu sais. Et puis il y a le crédit de ma voiture, le remboursement de mon prêt étudiant qui a repris. Et il y avait ce voyage pour lequel j'avais déjà versé un acompte. Ça fait juste beaucoup d'un coup. Un voyage. Tu es parti en voyage alors que tu étais endetté sur tes cartes de crédit. C'était prévu avec les filles. Je ne pouvais pas juste annuler. L'acompte n'était de toute façon pas remboursable. Donc, tu es parti pour un week-end entre copines que tu ne pouvais pas te payer, et maintenant tu veux que je te sauve la mise. Tu fais sonner ça pire que ce n'est. Je ne fais que répéter ce que tu m'as dit. Le fait est que j'ai besoin d'aide. Et tu es la seule personne que je connaisse qui puisse vraiment m'aider. Et tes parents? Ceux dont l'opinion comptait tant quand j'ai été licencié. Ils m'ont déjà aidé autant qu'ils le pouvaient, et ils ne sont pas vraiment ravis de moi en ce moment. Pourquoi ça? Elle a détourné le regard. Parce qu'ils pensent que j'ai fait une erreur avec toi. Avec tout. Intelligent, tes parents. J'espérais que tu pourrais m'aider. Juste un prêt. Juste le temps que je me remette sur pied. Je sais qu'on ne s'est pas bien quitté, mais on est resté ensemble plus d'1 an. Ça doit bien signifier quelque chose. Elle voulait de l'argent. Bien sûr, elle voulait de l'argent. La femme qui m'avait largué parce que j'étais au chômage demandait maintenant un prêt à la version employée de moi-même. On parle de combien? Ses yeux se sont illuminés.
Elle pensait que j'y réfléchissais. 8 000 € me permettraient d'être complètement à jour sur tout, mais même 5 000 ferait une énorme différence. 8 000 €. Je sais que c'est beaucoup, mais je te rembourserai avec des intérêts. Ce que tu jugeras juste. Je signerai un contrat si tu veux. Je mettrai une garantie. Quelle garantie? Tu viens de me dire que tu es fauché. Je ne sais pas. Mon ordinateur portable. Mes bijoux. Ton ordinateur portable vaut tout au plus 200 balles, et je ne t'ai jamais vu porter des bijoux valant plus de 50 €. Pourquoi es-tu si méchant à ce sujet? Je ne suis pas méchant. Je suis réaliste. Quelque chose avec quoi tu as apparemment du mal. J'ai pris une gorgée de mon café, laissant le silence s'installer, la regardant se tortiller. La réponse est non. L'espoir a quitté son visage comme de l'eau dans une passoire. Quoi? Non, je ne te donnerai pas d'argent. Ni 8 000, ni 5 000, ni 100 €. Mais tu as les moyens maintenant. Tu es VP. Tu gagnes probablement en un mois ce que je gagne en 6. Et j'ai mérité chaque centime. Pendant que tu me traitais de bon à rien, je faisais du réseau. Pendant que tu partais pour des vacances que tu ne pouvais pas te payer, je passais des entretiens. Pendant que tu faisais exploser tes cartes de crédit dans une thérapie par le shopping, je construisais quelque chose. Ce n'est pas de la chance. C'est du travail. Et je ne vais pas subventionner tes mauvaises décisions juste parce qu'on est sortis ensemble. Tu avais les moyens avant. Tu avais des économies. Tu te souviens? Les économies qui ne comptaient pas parce que j'étais juste un bon à rien sans emploi. C'était différent. En quoi? En quoi c'était différent? J'avais de l'argent à la banque. J'avais des perspectives. J'avais des indemnités de départ. Et tu as pris la porte parce qu'être au chômage, c'était embarrassant. Maintenant, tu as la tête sous l'eau avec tes cartes de crédit et le prêt de ta voiture, et tu veux que je te sorte de là. J'ai fait une erreur. Ouais, c'est vrai. Plusieurs erreurs. On dirait que les cartes de crédit, les vacances, la thérapie par le shopping, et la plus grosse erreur de toutes, penser que les gens n'ont de valeur que lorsqu'ils ont un emploi et du succès. Ce n'est pas ce que je pense. C'est exactement ce que tu penses. C'est ce que tu m'as dit. Je ne peux pas sortir avec un chômeur. Tu es un bon à rien. Les standards, les parents, l'embarras. Rien de tout ça ne te rappelle quelque chose? Elle pleurait maintenant. Elle pleurait vraiment. Les larmes roulaient sur ses joues. Son mascara commençait à couler. S'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Mon dossier de crédit va être ruiné. Je vais peut-être devoir faire un dossier de surendettement. Sais-tu ce que ça ferait à ma vie? Alors peut-être que tu devrais y penser la prochaine fois que tu traites quelqu'un de bon à rien pour des circonstances indépendantes de sa volonté. Peut-être que tu devrais y penser avant de faire exploser tes cartes de crédit pour des choses dont tu n'as pas besoin. Peut-être que tu devrais y penser avant de partir en vacances quand tu es déjà endetté. Tu es tellement cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Quelque chose que tu n'as jamais appris. Je me suis levé et j'ai posé un billet de 5 € sur la table pour payer mon café. Bonne chance pour la suite, sincèrement. Mais ne me recontactez plus. Je suis parti. Elle pleurait encore quand je suis sorti. Je ne me suis pas retourné. Mise à jour 3. 5 mois plus tard, dernière mise à jour. C'est probablement mon dernier post à ce sujet. Les choses se sont installées dans une nouvelle normalité, et je ne pense plus beaucoup à elle. Le poste de VP a été tout ce que j'espérais. Stimulant, gratifiant, le genre de travail qui donne envie de se lever le lundi matin. Mon équipe est géniale. La culture d'entreprise est top. J'ai l'impression d'être enfin à ma place. Mais comme tout le monde n'arrête pas de demander des nouvelles de mon ex, voici ce que je sais. Après notre rendez-vous au café, elle a très mal pris le rejet. J'ai appris plus tard par des amis communs qu'elle avait passé les semaines suivantes à dire à qui voulait l'entendre que j'étais vindicatif, rancunier et que je la punissais pour une seule erreur. L'histoire n'a pas pris comme elle l'espérait. Trop de gens connaissaient la vraie version, qu'elle m'avait traité de bon à rien et m'avait largué parce que j'étais au chômage, puis qu'elle était revenue ramper pour avoir de l'argent quand j'ai réussi. Les comptes n'étaient pas bons, comme on dit.
Quelqu'un m'a dit qu'elle avait essayé de tourner ça en disant « Il a toujours été émotionnellement indisponible », et le licenciement n'a fait que révéler qui il était vraiment. Mais tous ceux qui nous avaient côtoyés savaient que c'était des conneries. J'avais été le pilier de cette relation. Je l'avais conduite à ses entretiens d'embauche, je l'avais aidé à répéter ses présentations, je l'avais calmé lors de ses crises d'angoisse à 2 heures du matin. Tout ce qu'elle m'avait donné quand j'avais besoin de soutien, c'était une insulte et un claquement de porte. Sa situation financière a empiré avant de s'améliorer. Les organismes de crédit se fichent de vos excuses. Les sociétés de financement automobile aussi. Elle a fini par vendre sa voiture, celle dont elle était si fière, dont elle postait toujours des photos en faisant des commentaires sur la façon dont ça prouvait qu'elle avait réussi, pour éponger une partie de la dette. Elle a acheté une vieille Renault Clio de 12 ans avec l'argent qui restait. L'ironie ne m'a pas échappé. Quand nous étions ensemble, elle se moquait des gens qui conduisaient de vieilles voitures. Elle les qualifiait de fauchés et de pitoyables. Une fois, elle avait littéralement dit « Je ne pourrai jamais sortir avec un mec qui conduit un truc pareil. C'est comme crier sur tous les toits que tu as abandonnés dans la vie. » Maintenant, elle était l'une d'entre eux. La situation de son appartement a changé aussi. Elle vivait seule dans un beau 2 pièces d'un quartier branché, se vantant toujours de son esthétique, de son espace soigné et de l'importance d'investir dans son cadre de vie. Après la baisse de salaire et le désastre financier, elle n'en avait plus les moyens. Elle a dû résilier son bail, payer les pénalités et retourner vivre chez ses parents à 32 ans. Les mêmes parents dont elle s'inquiétait tant de l'opinion quand j'ai perdu mon travail. Les mêmes parents à qui elle avait dit qu'ils n'accepteraient jamais qu'elle sorte avec un chômeur. J'ai entendu dire qu'elle avait dû leur expliquer pourquoi elle n'était plus avec moi. Pourquoi elle avait rompu avec le gars qui venait d'être nommé VP dans l'une des entreprises les plus prestigieuses de notre secteur. Pourquoi elle avait 32 ans, vivait dans sa chambre d'enfant et conduisait une voiture cabossée pendant que son ex s'épanouissait. J'aurais adoré être une petite souris pour assister à cette conversation. Apparemment, sa mère a dit quelque chose du genre « Nous t'avons mieux élevé que ça ». Et son père a tout simplement arrêté de lui parler pendant une semaine. Ce n'est pas mon problème, mais c'est satisfaisant à entendre. Je ne vais pas mentir. La meilleure partie est arrivée environ 2 mois après notre café. Elle a postulé dans mon entreprise. Je ne le savais pas jusqu'à ce que les RH le signalent. Il s'avère que quand vous êtes VP, on vous notifie les candidatures pour votre division. Son CV a atterri sur mon bureau avec un lot d'autres. Je l'ai fixé pendant un long moment. Son nom, son expérience, son objectif de carrière où elle disait à quel point elle était passionnée par la mission de l'entreprise, et comment elle avait toujours rêvé de contribuer à notre équipe. Je me suis souvenu de toutes les fois où elle s'était plainte que l'entreprise ne l'embauchait pas, de la façon dont elle traquait leur page LinkedIn, dont elle faisait des commentaires amers à chaque fois qu'elle voyait quelqu'un de chez eux parler à une conférence ou passer dans la presse. Ça aurait dû être moi. Et maintenant, elle postulait à nouveau pour un département que je dirigeais. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas torpillé sa candidature. Je n'ai pas glissé un mot en sa faveur. Je ne l'ai pas signalé pour un traitement de faveur. J'ai simplement laissé le processus suivre son cours, je l'ai transmise à mon coordinateur de recrutement comme n'importe quel autre CV, et je me suis complètement retiré du processus d'évaluation. Elle n'a pas passé le tri initial. Son expérience ne correspondait pas vraiment au poste pour lequel elle avait postulé, coordinatrice marketing, niveau débutant. La même chose qu'il avait fait recaler 2 fois auparavant était toujours vraie. Elle n'était pas qualifiée. Son CV était correct, mais sans plus. Sa lettre de motivation était générique. Il y avait 15 autres candidats avec de meilleures références, une expérience plus pertinente, des portfolios plus solides. L'email de refus est parti automatiquement. Juste une autre lettre type pour un autre candidat non qualifié. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre équipe. Après un examen attentif, nous avons décidé de poursuivre avec d'autres candidats dont l'expérience correspond plus étroitement à nos besoins actuels. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre parcours professionnel. Elle ne saura probablement jamais que j'ai vu son CV. Ou peut-être qu'elle le saura, et qu'elle passera des années à se demander si je l'ai mise sur liste noire. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas mon problème. Le plus drôle, c'est que même si j'avais voulu l'embaucher, même si j'avais fait pencher la balance en sa faveur, cela n'aurait rien changé. Elle n'était sincèrement pas qualifiée.
Le même sentiment de supériorité qui lui faisait croire qu'elle méritait un poste là-bas était ce même sentiment qui l'avait empêché de fournir le travail nécessaire pour devenir réellement qualifiée. Elle voulait le titre, le prestige, le travail digne d'Instagram sans les années d'efforts acharnés que les autres candidats avaient fournis. Une part de moi se demande si elle s'en doute, si elle pense que je l'ai sabotée d'une manière ou d'une autre. Si elle raconte aux gens que je l'ai mise sur liste noire de l'entreprise de ses rêves. La vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus frustrante pour quelqu'un comme elle. Je n'ai rien eu à faire. Elle n'était tout simplement pas à la hauteur par ses propres moyens. Elle ne l'a jamais été. Elle ne pouvait juste pas l'accepter. Quant à moi, je m'en sors bien. La colère initiale s'est estompée pour laisser place à quelque chose qui ressemble plus à de la pitié. C'est une personne qui mesure sa propre valeur à l'aune de critères extérieurs. Titre de poste, salaire, marque, l'opinion des autres. Quand ces indicateurs sont au vert, elle se sent bien. Quand ils sont dans le rouge, elle panique et prend de mauvaises décisions. Avant, j'étais attiré par sa confiance en elle. Maintenant, je réalise que ça n'a jamais été de la confiance. C'était juste de la vanité avec un bon marketing. J'ai recommencé à faire des rencontres. Rien de sérieux pour le moment. Je regarde juste ce qu'il y a. Je prends mon temps, je cible davantage ce que je veux. Quelqu'un qui me voit comme une personne, pas comme un salaire. Quelqu'un qui restera quand les choses deviendront difficiles, et non qui fuira au premier signe de problème. L'ironie de toute cette situation ne m'échappe pas. Elle m'a largué parce que j'étais au chômage, pensant que ça donnait une mauvaise image d'elle. Maintenant, c'est elle qui est au chômage. Enfin, sous-employée, elle a pris un boulot moins bien payé après l'aggravation des baisses de salaire, elle vit chez ses parents, conduit une poubelle roulante, et se demande probablement où tout a dérapé. Pendant ce temps, le bon à rien qu'elle a quitté s'épanouit. Je n'ai rien planifié de tout cela comme une vengeance. Je n'ai pas comploté ni manigancé. J'ai juste continué à avancer pendant qu'elle faisait du surplace, attendant que le monde lui donne ce qu'elle pensait mériter. Le monde ne fonctionne pas comme ça. On obtient ce pourquoi on travaille, ce qu'on mérite, ce pourquoi on s'investit. Elle n'a jamais compris ça. Peut-être qu'elle ne le comprendra jamais. Pour tous ceux qui demandent des conseils, fiez-vous à votre instinct. Quand quelqu'un vous montre qui il est, quand on vous traite de bon à rien le pire jour de votre vie, quand cette personne ramène votre crise à son propre embarras, croyez-la. Ne cherchez pas d'excuses. Ne donnez pas de seconde chance aux gens qui ne méritaient pas la première. Et si vous traversez un licenciement en ce moment, tenez bon. La bonne opportunité se présentera. Ça a été le cas pour moi, ça le sera pour vous. Assurez-vous simplement que les personnes qui sont à vos côtés méritent d'y être quand ça arrivera.